Oui, je connais un rucher à Saint-Andéol de Clergomont qu'il y avait 50 troncs, 50-60 troncs. Et à ce rucher, j'allais y faire avec le père Dumas, ceux de Lozère, les anciens de Lozère, on allait faire des essais par tapotement. On va le couper, le débiter un peu pour qu'il soit plus commode à mettre là. Attends un peu. Oui, tu peux tirer. Attends, laisse-le. Oh. Oui, c'est bon. Là, il a été déraciné par le vent. Et on prend environ 60 cm environ, c'est la longueur d'une ruche ronde. Le voile châtaignier, en principe, il est imputrescible. Les anciens, ils ne peignaient pas les ruches. Mais les ruches troncs, je te dis, elles ont duré 200-300 ans. On l'essaye avec un coin plus gros. J'ai entendu craquer. Oui. Oh, mais là, tu ne feras pas. Voilà. Mais en fait, nous l'avons fait tout. On passe partout. Je ne croyais pas qu'on le fasse. C'est là que c'est pas dur, là. Oui. C'est moins dur que quand il est sain. Quand il est sain, tu as plus de peine. Alors on laisse ça. Oui. Tu vois, le tour est bon. C'est le cœur qui pourrit en premier. Au moment des guerres de religion, il y avait un meunier à l'endroit qu'on appelle Gratte-Gals, qui est sur la route entre Florac et Bar. Et avant d'arriver au moulin, il y avait une falaise, et sur la falaise, il y avait un petit rucher, de ruche ronde, et le meunier de Gratte-Gals a été averti que les soldats du roi venaient pour le chercher. Alors, la femme a dit, ne te fais pas de soucis, moi je vais les recevoir. Cette falaise avec les ruches était 50 mètres avant la maison, et il y avait une petite troupe, peut-être une dizaine de soldats du roi qui arrivaient. Et quand ils sont arrivés juste à la portée du rucher, elle a basculé une ruche dans le chemin. Ces abeilles ont assailli les soldats du roi. Ils ont pris la poudre d'escampette. Laisse-la descendre. Attends, non, laisse-moi faire. Laisse-la culbuter doucement là. Attention tes orteils. Attention tes orteils. Attention. Là. Là. Et on va la mettre sur le carton. Là. On la culbute encore une fois. Là. Okay. Faut presser maintenant. Oh, ça vient bien, hein? Bien ça. Oui, autrement me faire péter. Oh putain.
Ça doit être un sacré travail à 87 ans d'entretenir ces colonies à cet endroit. Là, il y a quelques colonies qui sont, quelques ruches qui sont encore habitées. Au début, on n'en découvre que quelques-unes. Puis ensuite, il y en a encore au-dessus là. Donc là, je pense que le mieux, ce serait de commencer les prélèvements par le haut et puis on finira plus bas. Mais c'est intéressant, quoi. Croire plein de petits champignons, c'est ça, c'est assez amusant. Hein. Des champignons plantés dans la montagne. Là. Pas facile de trouver le trou d'entrée pour certaines colonies. Hein. Le bois est tellement noueux. On descend en dessous. L'impression d'être au milieu de la tradition, quoi. Quand on y réfléchit, monter jusqu'ici, c'est un sacré effort, donc il valait mieux que le matériel, une partie du matériel reste là. C'est le masque, ça? C'est les restes. Ah, le reste du masque. Ah, ouais. Ça va être la base. Depuis 2 ans. À mon avis, tu avais celui qu'on avait, tu as devant comme un grillage de masques d'escrime. L'escrime, ouais. Et puis derrière, on le mettait derrière, ouais. puis les tissus un peu qui tombent derrière, du Moyen-Âge qui tombent sur les épaules et sur le cou pour protéger les piqûres. Avec, tu vois, tout le matos pour les clous. Pour travailler. Ça, je sais pas. Une petite fiole pour faire des prélèvements, peut-être. Pourquoi vous pensez? De l'eau sucrée pour mettre à l'intérieur des ruches. Ah ouais. Ah, ouais. Ça reste. Alcool de menthe. C'était pas pour les ruches. Pour se requinquer un peu. Ah oui, oui, oui. Hein? Oui, oui. Fricolès. Ah, Un gourmand. Hein? ouais. C'est émouvant. Hein? Tiens, oui. Faut pas être trop gourmand, quoi. Hein. Oui. Comme ça. Tu veux clicher dessus. Non, c'est pas bon. Attends, je le refais en deux. Avec celui-ci, il me donne là, souvent. Mais, je vais repérer celui-ci. Voilà. Avant de récolter, tu basculais la ruche et tu regardais si les brèches venaient jusqu'au fond. Si les brèches ne venaient pas jusqu'au fond, tu ne la récoltais pas. Ça veut pas. Il y a du vent. Oui, il faut une tas de pierre dessus parce que les chats vont...
Ah, comme elle est belle. Ah. Magnifique. Oh. Bon, près. Ah, c'est un maïs. Voilà. Là, la ruche, elle a été calme. Nous l'avons enfumée correctement. En plus, je pense que ça miele un peu. Et quand ça miele, les abeilles pensent à ramasser du miel et non pas. Elles ne sont pas trop agressives. Et là, je n'ai jamais traité pour la nosémose, ni pour la loque, ni pour le varroa. Et vous voyez, il y a une colonie qui est forte, ce qui est assez rare. C'est formidable, une ruche qui n'a jamais été traitée pour le varroa et qu'on ne trouve aucune trace. C'est des larves de faux bourdons qui ne sont pas operculées. Ah, elle est bien celle-là. Tu vois, on ne voit pas un point noir de varroa. Dans mes autres ruches, dans mes ruches à cadre, sûrement que tu ne trouverais. Alors que quand le varroa est arrivé, j'ai dit elle va périr et non, elle a continué et vous voyez c'est une colonie qui est en pleine forme. Nos anciennes, il y en avait beaucoup, même pendant la guerre, qui avaient des ruches rondes et qui faisaient des échanges avec du miel, avec des habits, avec des chaussures, avec n'importe quoi. Et là, on voit bien les empreintes, comment étaient les brèches dans la ruche. Elle n'a jamais été traitée, cette ruche. Oui, c'est ce qu'on appelle ici un brusque. Oh. Ce genre de pratique apicole s'intègre parfaitement dans le développement durable. C'est aussi l'histoire d'une profession. C'est comment en fait les apiculteurs travaillent. Et ce sont des choses qui ont une tendance à se perdre. Et c'est aussi une partie qu'il faut conserver. On ne conserve pas uniquement l'abeille, mais aussi les activités humaines autour de l'abeille. C'est-à-dire qu'il faut laisser aux générations futures au moins en fait ce que nous on a eu. Si ce n'est aussi, dans certains cas, restaurer ce qui aurait été perdu aussi au cours de notre génération. Oui, donc là on va prélever une abeille de la colonie pour pouvoir ensuite analyser l'ADN pour voir en fait si ce sont des abeilles qui sont locales ou si on a des types importés. Mais c'est vrai que là la plupart des colonies elles ont l'air d'être bien noires. Hein, donc déjà au premier coup d'œil on pourrait déjà penser que c'est vraiment de l'abeille locale. Alors évidemment il y a beaucoup de gens qui disent que quand il y a des bandes jaunes, on peut avoir des importations d'abeilles italiennes. Mais bon, si on regarde par exemple des abeilles comme la buckfast ou la caucasienne, elles sont relativement sombres. Donc c'est vrai qu'au coup d'œil, on peut se tromper aussi. Et donc il vaut mieux faire des analyses derrière avec des marqueurs moléculaires pour pouvoir être sûr qu'on a affaire à des abeilles qui sont bien de la lignée ouest méditerranéenne. Et ensuite, ce qu'on espère, c'est trouver en fait un polymorphisme qui soit local, qui permettent de caractériser parfaitement en fait, les abeilles locales afin de pouvoir les conserver par la suite et de conserver la diversité de ces abeilles. Hein. Puisqu'en fait chaque abeille, on peut penser que chaque abeille est adaptée parfaitement à son milieu
Et donc en fait on va pouvoir en tirer le maximum et montrer l'intérêt de pouvoir travailler avec des abeilles locales dans une région bien particulière par rapport à l'importation. Je préfère les ouvrières, il y a 2 fois plus de chromosomes, donc on analyse 2 fois plus. Oui. Puis il n'y a rien de tel pour les énerver. Oui, Si vous touchez le couvercle, elles n'apprécient pas. Ouais, ça y est, Juste. c'est bon. Kin. Comme qu'elles construisent, elles seront toujours soutenues par cette croix. Vous faites comme moi, vous mangez du miel, vous prenez du pollen et de la gelée royale, et à 85 ans, vous serez comme moi. Et pollen et gelée royale, c'est ma drogue tous les jours. L'entrée est là. Et alors cette colonie-là, elle est connue depuis combien de temps? Celle Oh, qui est dans le châtaignier. il y a peut-être 15 ou 20 ans. 15 ou 20 ans. Mais je pense qu'elle était beaucoup plus populeuse. Vous voyez, maintenant, il y en a qui arrivent là. C'est assez semblable en fait à la méthode traditionnelle d'apiculture. Oui. Parce que si on reprend un châtaignier comme ça, il suffit simplement de couper un tronc. C'est-à-dire, Et puis on est très proche des conditions naturelles. ce que faisaient les anciennes, mettons, ils voulaient prendre le miel de cette colonie sans couper l'arbre, ils se faisaient une entaille carrée. D'accord. Ils mutilaient le châtaignier, vous voyez. D'accord. Autour du trou d'envol. Oui, pendant l'hiver, que les abeilles sont calmes, qu'ils ne risquaient pas trop, ils se coupaient à la hache, ils se coupaient ici. Alors là, ils avaient accès à la Directement au cavité, rayon. D'accord. Et sans couper le châtaignier. Oui. Et ensuite, ils ils retiraient le... Le châtaignier était mutilé quand Oui, même. oui, oui. Mais ensuite, ils retiraient la plaque et en fait, ça leur faisait une colonie qui était en place avec un châtaignier qui était vivant. Oui. Ah ouais. Donc en fait, on a la transition entre la condition complètement naturelle, le châtaignier vivant où on retire la plaque, et Oui. puis ensuite on est passé à une méthode, on va dire, semi-moderne, où on coupait les troncs et ensuite on installait Oui. les colonies. Mais c'est ce que nous avons fait avec Yves. Nous avons coupé la hauteur d'une ruche ancienne, d'une ruche tronc. Nous l'avons creusée, nous l'avons mise comme étaient les ruches anciennes. On allait faire des essaims par tapotement. Alors l'essaim par tapotement, ta ruche était là. Tu la prenais à 3 ou 4 mètres. Et puis tu tapais. Comme ça. Et tu mettais un panier à essaim dessus. Et toutes tes abeilles montaient. Et quand tes abeilles montaient, des fois tu voyais passer la reine. Tu vois, tu tapais. C'est l'essaim par tapotement qu'on appelle. Alors tes abeilles montaient, quand tu voyais la reine qui passait, tu disais c'est bon. Et des fois, elle montait que tu ne la voyais pas passer, mais tu
Tu mettais, je te ferai voir les choses, tu mettais ton panier à SN, ta caisse à SN comme ça, sur un tissu noir, et si la reine y était, tu voyais les œufs tomber, parce que la reine, au mois de mai, juin, les œufs tombent comme des fruits mûrs. Méfie-toi qu'elle ne t'amène pas, hein. Oh, c'est bon, c'est bon. Parce que tu risques de glisser aussi. Quand c'est creux, c'est quand même beaucoup moins lourd. Ah, c'est... Ça fait une belle différence, ça. Attends, là, un peu de là. Laisse-la faire, là. Elle a toujours un tournant. Retarde-la. Ça roule bien. Oui. Là, on va passer le serre-poulet. Là, c'est bon. Oui, c'est une odeur qu'elles aiment. On va mettre les scènes dans la ruche. On donne une bonne secousse. On donne un petit coup de balai pour que la reine ne se trouve pas là. Et là, on va couvrir avec les planchettes que nous avions fait quand nous avons fabriqué la ruche. Attends, on va le mettre que le rond soit là. Là, il ne nous reste plus qu'à faire comme disaient les anciens. Maintenant, les anciens disaient, maintenant on les met à la garde du bon Dieu. Les Chevenols avaient des ruchers un peu plus importants que chez nous et ils le mettaient dans une petite presse à raisin. Bon, mais en Lozère, nous avons un miel biologique parce que en Lozère, pratiquement, il n'y a pas de traitement de culture. Et moi, pratiquement, mes ruchers, ils sont dans des endroits qu'on ne risque pas de mettre des cultures, que c'est des bois, c'est des pentes arides. Il y en a qui me disent le miel des ruches rondes était meilleur que votre miel de ruche à cabre. Pratiquement, là, il ne passe dans aucun ustensile. À l'extracteur, il passe à travers l'air, il perd des parfums. Ou que là, il n'a touché rien du tout. Là, c'est vraiment la nature complète. Bon, écoute, Paul, c'était copie-bao. Allez, Ciao. merci. Il n'y a pas de quoi, c'est un grand plaisir. Ah, monsieur, le plaisir a été pour moi.